Ouais. Donc, pendant que vous revenez tous en salle, nous allons lancer la première table ronde avec François Gérard. Cette première table ronde va porter sur la manière avec laquelle les politiques publiques sont perçues et activées en pratique. Nous avons 3 intervenants en distanciel qui sont M. Dermit, maire de Biot, M. Peverelli, maire de Theil, et M. Etienne, directeur général des services de la Faute-sur-Mer. Je vais demander à M. Daniel Lacombe, qui est architecte, et M. Delcan de venir à la table. Oui, François, tu peux... Est-ce que vous pouvez me confirmer que nos intervenants en distanciel sont bien là? Messieurs, bonjour. Présent. Oui, bonjour, Jean-François Etienne, présent. Bonjour. Monsieur Dermit. Oui, Jean-Pierre Dermit, présent. Très bien, vous êtes tous là. Donc, nous allons commencer, Monsieur Dermit, nous allons commencer avec votre témoignage. Vous êtes maire de Biot et vous avez eu à vivre justement à la fois l'intérêt d'avoir recours à un certain nombre de mécanismes et d'outils des politiques publiques de prévention et de gestion des risques, mais vous avez aussi un vécu de terrain, peut-être, qui va au-delà de ce qui est proposé dans la réglementation. Effectivement, on a un territoire sur Biot. Pour vous décrire ce territoire, c'est une commune de 10 000 habitants, 14 000 salariés avec une présence très importante de la technopole de Sophia Antipolis et 5 000 étudiants. Mon territoire fait 1600 hectares, dont la moitié est classée en zone rouge, touchée par 2 PPR, un PPRI inondation et un PPRIF, incendie de forêt. Bon an, mal an, régulièrement, on a un état de catastrophe naturelle tous les ans, avec un événement dramatique, le 3 octobre 2015, où nous avons eu mort sur la commune. Régulièrement, le bassin de la Brague entend pas mal de bruit de fond. Je ne sais pas si vous entendez. Oui, on vous entend. Oui, voilà. Donc, quand vous avez des inondations, la première préoccupation publique, c'est de trouver des solutions pour les habitants, ceux qui veulent partir de ces zones inondables et ceux qui veulent rester. Donc, ceux qui veulent partir, on peut utiliser des mécanismes que nous offre l'État, notamment les fonds Barnier, qui permettent d'indemniser les propriétaires éligibles, c'est-à-dire des habitats qui comprennent qu'un rez-de-chaussée, puisque quand vous avez un R+1, vous n'êtes pas éligible au fonds Barnier. Pour ceux qui veulent rester, on a mis des outils, un dispositif qui s'appelle Casa à l'abri, qui permet de désigner des experts pour déterminer des solutions techniques pour mettre en sécurité ces habitations. Ça peut être relever les tableaux électriques, mettre des systèmes de porte étanches, etc., etc. Ces travaux sont pris en charge à 80% par les pouvoirs publics, parce que sur le côté affectif, sur le côté historique, vous avez des familles, même si elles se sont inscrites et installées dans des paysages sensibles et vulnérables au risque d'inondation, elles préfèrent rester. Donc nous, après, pouvoir public, on a la possibilité, notamment avec les PAPI, les plans d'action prévention inondation, d'enclencher des travaux de mise en sécurité en rehaussant les cours d'eau, en les élargissant, en créant des bassins de rétention, en renaturant toutes ces zones sensibles. Mais les difficultés que nous avons aujourd'hui élues, c'est la contradiction de certains textes qui nous sortent de ces différents gouvernements qui se succèdent, notamment la loi SRU qui pousse les communes qui sont assujetties à la loi SRU de toujours construire davantage.
Et de manière assez paradoxale est sorti le plan biodiversité il y a 2 ans qui impose les communes à un objectif 0% artificialisation nette. Ça veut dire que clairement, on ne peut plus aller construire sur les espaces naturels. Les seules marges de manœuvre qui s'offrent aux élus en place, c'est d'aller revitaliser, reconstruire sur l'existant. Et quand on construit, quand on minéralise, quand on imperméabilise, on fragilise toujours davantage nos territoires parce que la nature participe à la lutte contre les inondations. Donc moi, ma préoccupation aujourd'hui sur mon territoire, c'est d'éviter la piétonisation, c'est d'éviter l'imperméabilisation des sols, la minéralisation des sols, de manière à mettre davantage de sécurité sur ce territoire pour que mes populations puissent y vivre le plus paisiblement possible, avec bien entendu le risque zéro qui n'existe pas, mais ma préoccupation de tous les jours, c'est d'essayer d'adoucir ces problèmes de sécurité pour qu'on ait le plus de sécurité possible sur mon territoire. Monsieur Dermit, je vous remercie. Vous insistez sur, effectivement, c'est à la fois cette force de la réglementation et des outils réglementaires, mais en même temps ce besoin de compromis qui est révélé par ces formes de contradiction que vous avez décrites. Monsieur Peverelli, vous avez vécu le séisme d'Utel, et comment avez-vous vécu ces compromis sur le terrain? Avant de parler peut-être des compromis, peut-être un mot sur le contexte, si vous en êtes d'accord. Oui. Donc, pour expliquer, bon, le Teil, la commune du Teil a donc plusieurs plans de prévention des risques, inondations, glissement de terrain, séisme, même si la question du séisme n'était pas activée dans les mémoires des habitants, parce que la faille sur laquelle nous sommes était éteinte depuis 3 millions d'années. Donc voilà, ça laisse un peu perplexe, mais cette faille s'est réveillée le 11 novembre avec des caractéristiques très particulières. Une faille qui est peu profonde, à 1 kilomètre, avec une magnitude de 5,4, et ce qui en fait le séisme le plus destructeur depuis 50 ans, avec aucune réplique, heureusement, mais avec un épisode sévenol quelques jours après, ainsi qu'une tempête de neige. Donc ça a été voilà, une période bien entendu très compliquée, où nous avons eu 3000 sinistrés, pas un seul blessé. Nous avons signé 800 arrêtés d'interdiction sur les bâtiments privés, ce qui correspond à... Il y a eu 17 000, la population de la commune, c'était 9 000 habitants. Il y a eu 17 850 dossiers de sinistres, et tous les bâtiments publics ont été touchés. Donc la ville est dévastée pour moitié aujourd'hui, avec 2 ans après encore à peu près 800 habitations qui ne sont pas habitables sur 4000 habitations que comporte la commune. Donc nous avons rapidement mis en place un PC de crise copiloté avec le préfet et le maire. Et nous avons procédé donc aux évacuations, à la mise en sécurité, à toutes les dispositions pour mettre les habitants en sécurité, en ouvrant les gymnases, puisque nos gymnases n'avaient pas été impactés. C'est le seul bâtiment public d'ailleurs qui n'a pas été impacté, puisqu'ils sont récents et donc qui correspondent aux normes parasismiques. Nous avons malheureusement aussi une culture du risque
risques des catastrophes naturelles, puisque nous avons régulièrement des épisodes cévenols, heureusement beaucoup moins importants sur notre commune que sur d'autres communes ardéchoises et puis sur les communes du bassin méditerranéen. J'entends ce que disait mon collègue là. Donc, la difficulté aujourd'hui que nous rencontrons, d'abord, c'est que nous n'avons pas accès au fonds Barnier. Ça, c'est le premier élément. Et la reconstruction de la ville, au-delà des aspects réglementaires, donc va être très complexe parce que nous sommes confrontés à des situations de bâtiments qui ne correspondent pas forcément au dispositif dont nous avons à disposition. Un exemple, c'est que c'est le bâtiment ancien qui a le plus souffert, bien entendu, du séisme. Et il y a des bâtiments qui ont souffert, les bâtiments mitoyens qui n'ont pas souffert. Donc, il y a des bâtiments qu'il faut détruire, mais qui posent problème parce qu'ils fragilisent le bâtiment à côté qui lui-même pourrait être réparé. Donc, on est souvent dans des imbroglios juridiques, entre autres, parce que nous, voilà, c'est une culture que nous n'avons pas. Il y a 20 ans qu'il n'est pas arrivé de séisme de cette importance, et donc les bureaux d'études, les experts ont des grandes difficultés pour trouver des solutions aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons que 20% des habitations qui ont été réparées à ce jour. La difficulté du coup par rapport à ce qui est proposé, c'est d'adapter d'adapter les dispositifs à des situations qui sont particulières. Nous avons signé récemment un PPA, un programme partenarial d'aménagement, qui est le premier. C'est un dispositif très récent et c'est le premier qui a été signé suite à une catastrophe naturelle en France. Donc ce PPA nous a permis de réaliser d'abord une étude bâtimentaire et puis une étude de reconstruction parce que tous les quartiers ont été impactés et donc il faut repenser l'ensemble des quartiers car les quartiers les plus anciens sont fermés aujourd'hui à la population et ce depuis 2 ans. Donc il faut à la fois arriver à conjuguer tous les dispositifs possibles, mais avec l'ANA, avec l'ANRU, et dans le cadre aussi d'un contrat de plan État-région pour permettre la reconstruction de la ville. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui les travaux sur les bâtiments privés sont estimés à 260 millions d'euros et tout n'a pas été diagnostiqué encore. Et sur les bâtiments publics et sur la reconstruction des espaces publics, nous sommes environ à 50 millions d'euros, c'est les chiffres que nous avons. Donc nous avons un enjeu qui est à la fois financier, mais pas que, un enjeu aussi de pouvoir embarquer la population dans la reconstruction, parce que c'est de ça dont il s'agit. Il faut que la population partage ce projet de nouvelle ville, parce que nous allons devoir reconstruire à certains endroits donc des nouveaux quartiers. Il faut à la fois qu'il y ait une perspective pour les habitants, qu'on retrouve les caractéristiques de la ville d'avant, et en même temps qu'elle soit sécurisée. Donc ça fait l'équation elle est quand même assez importante. Et du coup, ça demande la mise en place d'outils qui sont vraiment spécifiques. Monsieur Peverelli, oui. Je vous remercie. Désolé, on a les 5 minutes, mais vous allez pouvoir développer un peu plus au moment des questions.
Donc merci d'avoir insisté effectivement sur la manière avec laquelle aussi la catastrophe vient rentrer en écho avec une vulnérabilité structurelle, et il faut rebondir a posteriori et créer des conditions d'un territoire de vie. Monsieur Etienne, vous avez vécu le post-Xynthia et les défis relevés par cette catastrophe. Monsieur Etienne, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre expérience pour faire en sorte que les territoires ayant subi des catastrophes ne soient plus que des territoires vécus comme stigmatisés, mais que ça redevienne des territoires de vie? Monsieur Etienne? Oui, bonjour à tous. Bonjour. François Etienne, je suis directeur général des services donc, de la mairie de La Faute-sur-Mer. J'ai vécu en effet et la remise en place en fait, de la commune. Alors, un premier mot peut-être sur ce territoire donc, que les gens connaissent certainement, parce qu'on en a beaucoup parlé. Donc, depuis 2010, c'est une commune, une station balnéaire, 700 habitants l'hiver, 14 000 l'été, à environ 2300 résidences, dont 80% sont en résidence secondaire. C'est une presqu'île, donc c'est une avancée, une pointe sableuse en fait sur l'Atlantique. Concernant le premier élément, je crois le point fort sur Xynthia 10 ans plus tard, c'est en tout cas la qualité qu'a eu la population à se reconstruire sur ce territoire autour d'une idée, je pense qu'une idée qui est forte, c'est l'idée du mieux vivre et du bien vivre. C'est-à-dire qu'il est possible d'habiter sur un territoire à risque en étant non pas dans une situation, je dirais, de confort exceptionnel. Il y a toujours des éléments de culture, en tout cas, et de compréhension du risque. Mais en tout cas, en étant conscient qu'on peut y vivre aussi bien qu'ailleurs et voire dans de meilleures conditions. Et je pense que ça s'articule autour de choses. Alors, la commune de La Faute a également un PPR, je ne le cache pas, qui recouvre à peu près 87% de la commune, aujourd'hui est en zone rouge inconstructible. Ça représente une bonne partie donc, des 2300 résidences. Donc, tous les éléments, entre guillemets, réglementaires liés au PPR, liés aux réductions de vulnérabilité, bien sûr, se sont appliqués. On a eu 2 PPR successifs depuis 2010. Moi, je pense que ce qui est vraiment intéressant dans notre expérience, ça a été de modifier un peu le paradigme, je dirais, pour faire en sorte que la réglementation sur le bâti existant devienne un atout plutôt qu'une contrainte. Alors, ça passe par quoi d'en faire un atout? C'est de faire en sorte que les outils de réduction de la vulnérabilité, qui pour nous s'expriment principalement par des extensions sous forme de zones refuge, des extensions du bâti, puissent être une solution pour mieux vivre sur son territoire. Donc j'ai beaucoup aujourd'hui d'habitants qui sont passés en fait du choix de la contrainte de la réglementation aujourd'hui à plutôt l'inverse, c'est-à-dire à dire que la réglementation à un moment puisse être une opportunité. Alors ça ne veut pas dire que ça se passe toujours très bien, ça veut dire qu'il faut aussi passer par deux éléments. Un accompagnement, et pour ça, on a eu la chance, à travers les papilles, à travers, précédemment on en a parlé, des nouvelles mesures sur des financements à travers des GPRN, donc d'aide en tout cas à la réduction de vulnérabilité, donc d'être accompagné par un bureau d'études depuis 3 ans, qui pour chaque habitant qui le souhaite, peut avoir un véritable accompagnement sur des solutions de réduction de risque. C'est aussi une approche de communication un peu différente. C'est une approche de communication où on dit vous n'allez pas faire votre zone refuge que vous y êtes contraint, mais parce que vous allez pouvoir apporter plus de confort à votre habitat dans des meilleures conditions et en plus avec une aide très substantielle de l'État. Autrefois, elle avait été depuis peu de temps avec justement le fait qu'on ait relevé les taux à 80% avec une grosse différence sur les seuils permettant de l'obtenir. Donc ça a fait je dirais un vrai boom, comme on dit, sur les réductions de vulnérabilité, mais surtout, je pense qu'il est intéressant, c'est une nouvelle image en tout cas de ces outils de réduction. Qu'aujourd'hui les gens viennent nous voir plutôt en disant quels moyens vous pouvez me mettre pour que j'habite mieux dans ma maison. Le deuxième effort, je pense qui est intéressant, c'est de concevoir en tout cas l'aménagement du territoire, non pas en faisant également de la problématique du risque une contrainte, mais plutôt d'essayer d'en faire quelques atouts. Alors, je cite 2 exemples qui, moi, me semblent intéressants.
lorsqu'on a dû refaire nos digues, puisqu'on a aussi des systèmes d'endiguement classiques, on va dire, on a fait en sorte de les faire en créant systématiquement des pistes cyclables et des pistes piétonnes en haut de digue, en tête d'ouvrage. Et quand on se promène à la Faute-sur-Mer, à marée haute, sur les digues, on voit bien que les toits des maisons sont en dessous du niveau de la mer. Cette image qu'a la population dans ses déplacements quotidiens, c'est un outil fort dans la perception du risque. C'est un outil fort, en tout cas, dans, je pense, sa culture globale et la prévention de sa vie sur ce territoire. Alors, c'est pas sclérosant, ça ne crée pas de stress pour autant, puisqu'il devient quotidien, mais je pense que ça modifie, en tout cas, la façon dont on réagit au moment des événements. On a, comme beaucoup de maires, et je pense que comme les maires qui sont présents, également des outils pour faire des alertes à la population. On se rend compte en fait que le taux de réaction sur les appels aujourd'hui dépasse les 60-65%. C'est-à-dire qu'en gros, on a un taux de retour très très fort sur nos appels à la population lorsqu'on veut, ce que j'appelle moi les mettre en éveil, dans un événement météorologique un peu fort, donc une vigilance de submersion de niveau orange par exemple. Et ça veut bien dire à un moment que la population, elle vit sur le territoire et qu'on fait en sorte qu'elle vive dans les meilleures conditions. Ça veut dire aussi qu'on n'est pas dans une politique de développement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Faute-sur-Mer, c'est pas une commune qui va augmenter sa population dans les 40 prochaines années. Il y aura un peu de densification urbaine, il y aura probablement la transformation de certaines résidences secondaires en résidences principales, mais en tout cas, notre volonté aujourd'hui, c'est de faire en sorte de montrer à travers les aménagements du territoire et puis aussi à travers des politiques publiques portées par les élus, qu'on peut, en tout cas, et j'insiste un peu sur ce point, qu'on peut bien vivre. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Etienne. Monsieur Daniel Lacombe, vous avez vécu une expérience d'un quartier, où vous avez lancé l'expérience d'un quartier résilient. Peut-être que vous pouvez nous en faire part. Merci. Et je suis très content d'aborder cette question-là après la prise de parole de 3 élus, enfin 2 maires et un directeur, parce que je pense que l'architecte que je suis est de temps en temps un fusible, de temps en temps un inventeur, mais on est à un niveau, et c'est ça que j'aimerais faire comme apport pour le livre blanc de François, où on fait des dessins et ces dessins sont dialogués, critiqués, évalués. C'est-à-dire que l'architecture n'est plus quelque chose qui s'abat comme ça sur le territoire, mais qui mène à réfléchir aux contradictions. Le maire de Biot les a très clairement exprimées. Et entre eux, finalement, la volonté d'un maire, soit de ne rien faire, soit de maintenir, soit de transformer face au changement climatique, il y a aussi, à chaque fois, des expériences que je vais montrer, si on peut avoir la première image, s'il vous plaît, étaient dans un jeu de maïeutique et dans un jeu de respect des intermédiaires. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a démarré un dialogue, il y avait toujours d'un côté le préfet et de l'autre côté le maire, mais à l'extrémité, il y avait les populations. Et je pense que votre question sur la culture du risque vers les populations est l'élément avec lequel on dessine l'architecture. Dans le premier exemple de ce respect des intermédiaires, où je vise à me forcer, je le dis bien, parce que ce n'est pas ma nature première que de sortir de mon bureau, c'est plus facile de rester au bureau pour faire des dessins, de les confronter à une susceptibilité de la critique, il faut faire un effort, et entre le préfet et le maire, je fais tout pour trouver l'ensemble des acteurs qui ne sont pas d'accord entre eux, que ce soit l'ADREAL, l'Agence de l'eau, les architectes des bâtiments de France, les questions du patrimoine, de la pollution, de la qualité de l'air et de la démographie ou même de l'écriture architecturale. Et le premier exemple que je vous montre, c'était une usine qui ferme ses portes en 2004 à Romorantin, 2400 emplois perdus, et la question du maire, c'était la crise de son emploi, et non pas l'arrivée de l'inondation. Et effectivement, la DGPR, à qui je rends hommage, nous annonce une prudence, on est bien dans cette dialectique entre prudence et invention, où elle nous annonce 1,50 m d'eau, et c'est vrai que la DGPR et le préfet, c'était une préfète, préféraient qu'on ne fasse rien du tout, c'est-à-dire un grand jardin. Et le maire préférait qu'on fasse tout, c'est-à-dire une très grande densité de logements. Et nous avons trouvé non pas un compromis, mais des conversations qui ont fait que ce quartier que je vous montre là n'a pas excédé 20% d'emprise des 7 hectares occupés par l'usine. C'était une bonne chose parce que ça voulait dire qu'on pouvait quand même faire une transformation pour que la vie reprenne. C'est ça qui est important. Ils n'ont pas arrêté de nous dire que l'inondation allait arriver. On ne les a pas crus. Avec le maire, on les a crus et on a fait ce quartier pour s'y préparer.
Ce qui fait que quand l'inondation est arrivée, en 2016, on a tous nos anniversaires, mais moi c'était effectivement fin mai 2016, eh bien l'eau est montée à 1,45 m, l'État avait quand même donné 1,50 m, donc on peut saluer la qualité des travaux de précision scientifique fabriqués par la Prudence. Et il y a eu sur ce quartier 0 dégâts, je veux dire 0 perte de vie humaine, mais aussi 0 dégâts matériels, avec 50 conversations sur le risque, ce qui fait qu'aujourd'hui, il nous permet, ce quartier, de remétamorphoser l'autre rive gauche de la ville, qui, elle, a été noyée 3 semaines, puisque l'eau n'y est pas partie, et avec des pertes qui sont montées quand même jusqu'à 900 millions de dégâts. Je sais dans quel endroit je parle aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire une action créative préventive. J'en ai une seconde en ce moment, qui est une réaction créative après catastrophe, où le maire de Mandelieu, touché en 2015, puis 2 fois en 2019, 2 fois, c'est-à-dire 3 fois, sur une période de 6 ans, à un moment où la DDT, qui est mon principal acteur, la Direction départementale des territoires, suite à une catastrophe, modifie le PPRI, se dit, Éric Daniel Lacombe a l'air capable de prendre et de l'eau et du courant, je vais le faire venir pour le présenter au maire de Mandelieu, Sébastien Leroy, pour m'aider à faire accepter, je le dis bien, le PPRI en cours. Puisque Serge Castel, devenu préfet depuis, avait classé la totalité du territoire de Mandelieu en zone rouge, ce qui, vous l'avez compris, pouvait préoccuper, voire agacer les propriétaires fonciers, les habitants. Et donc, la première idée qui avait été développée sur ce terrain-là, c'était une digue. Mais un terrain qui fait 1 km de long, si vous mettez une digue de 5 mètres qui avait été inventée, c'est-à-dire qu'avant la digue, vous ne pouvez rien faire puisque ce n'est que de la rétention. Et puis, il y a une autre règle que je trouve très intéressante, c'est la règle de rupture de digue, c'est-à-dire que 5 mètres, ça fait encore 500 mètres derrière où vous ne pouvez rien faire. J'aime quand cette idée de la prévention se traduit par l'idée d'un immobilisme général. Donc, j'ai cherché une idée, et plutôt que faire un mur de 5 mètres, j'en ai proposé 4 que vous voyez en rose d'1 mètre, comme 4 rizières, pour que à la fois la vie de la santé du vivant puisse reprendre, qu'une activité humaine puisse résister, et que le dernier mètre, je ne l'ai pas mis, c'est celui qui coule le long du grand boulevard d'1 kilomètre, c'est ce que j'appelle un retour de la nature à la nature, et nous avons imaginé que le Riou pourrait couler dans la Siagne et donc dans la Méditerranée. Ce projet a permis à l'ensemble des acteurs de se remobiliser sur ce qu'ils appellent leur propre transformation, de maintenir de la vie, aussi de l'emploi. Au milieu, vous avez un grand terrain qui n'appartenait pas à la ville, 1 an de discussion pour que le groupe Casino trouve un accord avec la ville pour céder à un prix qui n'était pas celui qu'imaginait le groupe Casino à monsieur le maire sur 14 hectares. Donc je dirais que la question de la surface est une chose importante. Si le quartier de Romorantin est un abri ouvert en termes d'idée architecturale, c'est-à-dire l'idée que la rivière a trouvé de la place pour ne pas casser, on peut dire que le projet de Mandelieu est ce qu'on appelle une régulation naturelle, comme, si vous regardez bien, la Meuse a cassé la Belgique, a cassé l'Allemagne cet été, mais n'a pas cassé la Hollande, qui depuis 2004 met en place un plan qu'ils appellent, eux, laisser de la place aux rivières. Donc la question des surfaces, du foncier, de la vie et de l'activité humaine sont des questions qu'il faut mélanger ensemble. C'est pour ça que je préfère qu'on soit nombreux. Et mon métier, pour dire ce que je fais de maïeutique, je fais une journée de dessin, puis je vais faire une journée de dispute. Et puis après, je reviens faire une journée de dessin. Et après, je reconfre une journée de dispute. Je ne prends jamais les arbitrages. Ce sont quand même les politiques qui prennent les arbitrages. Et le troisième... voilà, le point de départ, vous voyez, de l'estérel qui coule dans les rizières et qui, comme ça, permet une réduction de la vulnérabilité, qui permet aux maires, mais aussi à la DDT et l'ensemble des partenaires, de trouver ce qui s'appelle le monde de demain. La dernière image que je vous montre, je connais le temps, c'est que du coup, je viens de gagner, dans cette même situation où le préfet Xavier Pelletier, chargé de la reconstruction de la Vésubie et de la Roya, suite à un autre anniversaire du 2 octobre 2020, qui détruit littéralement les villages de ces 2 vallées, cherche un architecte pour faire ce jeu de médiation, ce jeu d'invention des possibles, entre des maires qui sont effectivement à l'idée de retrouver une forme d'existence, une forme d'économie, et effectivement, les PPRI en cours et redessinés proposent au contraire une prudence accrue. Donc là, j'ai démarré avec la DDT, je vois Xavier Pelletier jeudi prochain, regardez quand même la nature des dégâts. On parle là de rivières qui faisaient 5 mètres, qui sont passées à 200 mètres. On parle de villages qui ont perdu l'essentiel de leur activité. Donc c'est pour ça que le maire de Biot avait raison de dire qu'est-ce qu'on peut faire et comment on est en prudence. Mais là aussi, il va falloir transformer. Donc je vais m'atteler à un travail de dialogue en même temps qu'un travail de dessin. Je sais qu'il ne sera pas facile.
Je sais que les maires ne vont pas m'accueillir aussi facilement, parce que leur préoccupation, c'est retrouver un état d'avant. Et comme ça a été très bien dit par François, finalement, c'est la question d'une reconstruction en mieux qui est à l'œuvre. Mais là, je n'ai pas d'idée, je vous le dis honnêtement pour l'instant, sur la façon dont on va s'y prendre, si ce n'est peut-être à nouveau des régulations naturelles, à nouveau des architectures en abri ouvert pour qu'on ne casse pas trop vite et qu'on laisse toujours une place à ce que j'appellerais l'aléa comme risque de engagement d'une convivialité avec la nature, pour que l'homme et les populations s'adaptent à ce que j'appellerais, vous l'avez vu là dans mon exposé, Romorantin une crue lente, Mandelieu une crue rapide, et maintenant les vallées une crue torrentielle. Donc je ne fais pas ça tout seul. Là j'ai 2 hydrauliciens avec un problème nouveau qui est celui du transport solide, parce que là ce n'est plus de l'eau qui traverse les maisons, donc tout ce que je pourrais raconter naïvement comme architecte sont des problèmes différents, parce que quand vous avez des cailloux qui sont plus grands que les maisons et qui les traversent, pour l'instant, je ne connais pas de dessin d'architecture qui pourrait permettre que ça passe. Voilà. On vous remercie. Cette prévention créative est une autre façon d'impulser la vie sur les territoires. Monsieur Delcamp, vous représentez effectivement le secteur de l'assurance, qui est un acteur majeur dans ces mécanismes de prévention. Alors, merci de me donner la parole à la suite de ces 4 interventions, parce que je pense qu'elles illustrent bien, en tout cas de chacune, les 2 thématiques et les 2 problématiques dans lesquelles les assureurs sont pris. La première, c'est toute la difficulté de l'indemnisation, et peut-être illustrée par les 2 premiers exemples de bio et de biote, et du teil, où effectivement il y a des législations qui peuvent être complexes, qui peuvent être opposées, notamment c'est le cas du teil, et nous, au milieu de ça, on doit indemniser. Et on doit indemniser dans une problématique juridique très complexe. Et je pense que c'est aussi un message à faire passer, c'est que les assureurs, dans le cadre du régime des CatNat, ne sont là que pour appliquer certains principes du droit, appliquer des principes contractuels qui sont parfois en opposition avec ce qui se passe sur le terrain. Et donc pour nous, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et la deuxième thématique, j'avais plutôt d'espoir, c'est ce que le représentant de la Faute-sur-Mer et ce que monsieur vient de présenter, c'est l'espoir de la prévention, d'une reconstruction en tenant compte de l'environnement. Ce qu'on a évoqué précédemment du Build Back Better, c'est un point sur lequel on souhaite vraiment pousser nos actions, et dans le cadre également d'intégrer le fonds Barnier, d'intégrer un certain nombre de mesures administratives pour qu'on puisse réussir les exemples formidables que vous avez présentés, et le dernier suite à la tempête Alex, c'est vraiment des choses à mettre en place tous ensemble d'une manière collective. Et ce point des travaux en collectif, c'est vraiment pour nous assureurs aussi une marque très forte de la prévention en matière de risques naturels. Pourquoi ? Parce que nous, on est plutôt habitués à des risques classiques d'incendie, de vol, de sécurité routière, où la dimension individuelle de la prévention est clé. Là, on voit bien qu'en catastrophe naturelle, c'est une dimension collective avec un poids très important de l'État, de la mise en place de certaines structures, organisations, règles qui ne peuvent pas venir des assureurs. Donc là, on a cité quelques exemples dans les différentes présentations, les PCS, les PAPI, les PPRI. Donc nous, on est très favorables et on reconnaît tout ce qui a été fait de manière très positive depuis maintenant 20-25 ans en matière de prévention. Mais par contre, on estime qu'il peut y avoir des choses qui doivent et qui peuvent et qui doivent s'améliorer. Et juste, je vous citerai, pour ne pas vous embêter avec des chiffres, mais par exemple les PCS, on n'en a pas trop parlé, mais on estime que le plan communal de sauvegarde, et qui va être en plus complexifié par la PPL Matras, est un axe fort de prévention. Aujourd'hui, on a à peu près 12 000 PPR. Il n'y a que 7 500 communes au 9 octobre 2021 qui ont un PCS. C'est-à-dire 62%. Que font les 38 autres %? Même chose au niveau de l'information. Les 10 crimes sont inclus dans les PCS et cette culture du risque passe forcément par l'information des populations. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, on a à peu près à 14 000 ou 15 000 10 crimes et il n'y a, alors j'ai les chiffres, que 4 000 communes qui ont... pardon, excusez-moi. Pour situer les chiffres, voilà, il y a 15 000 communes qui sont dotées d'un TIM. Pour les spécialistes, alors excusez-moi, encore un acronyme qui est une information. Et il n'y a que 5 800 communes
qui sont dotés d'un DICRIM, c'est-à-dire 40%, alors que c'est obligatoire. Là également, il y a vraiment un écart entre la théorie qui est parfaite, qui est très bonne, et la réalité opérationnelle. Et donc nous, notre perception, qui est l'objet de la table ronde, hein, des règles de la puissance publique sur la reconstruction et sur les crises, c'est on a tout, effectivement, un arsenal juridique, financier qui est mis en place, qui est correct, qui est théoriquement efficace, mais on voit bien que sur le terrain, ça ne suit pas forcément. Et c'est ce pas qu'il faut faire dans les années à venir pour qu'on puisse effectivement avoir tous les outils pour financer les superbes réalisations qui viennent d'être présentées, et que pour demain, s'il y a de nouveau 1,50 m d'eau à Romorantin, eh bien, nous, on n'est plus de dommages. Et les CatNat, c'est l'État, ce sont les assureurs, et bien évidemment, on ne s'en portera que mieux si on a moins à indemniser nos sinistrés. Merci Monsieur Delcamp, merci à nos intervenants. Nous avons maintenant 15 minutes de questions. 15 minutes, nous allons demander à Esther si nous avons des questions de la part de nos amis en distanciel. Alors, nous n'avons pas de questions. Néanmoins, il y a un certain nombre de réflexions qui ont été faites en rapport avec les interventions. Le fait qu'il reste un certain nombre de choses à faire, et notamment dans le transfert compréhensible et responsabilisant des savoirs à destination des citoyens. Plusieurs pistes de réflexion également qui sont proposées sur la planification et l'aménagement du territoire dans un objectif de préservation et d'amélioration du cadre de vie, l'adaptation de l'habitat existant et de la construction pour favoriser la qualité de vie et le bien vivre, donc en réaction sans doute à l'intervention de monsieur Jean-François Etienne qui faisait référence. Et la nécessité de concevoir des espaces publics en évitant les usages détournés et en s'assurant d'optimiser la sécurité des citoyens. Je vous remercie Esther. Si on peut réafficher nos collègues en distanciel participant à la table ronde, merci. Si vous voulez, avant que l'on prenne les questions dans la salle, je vous propose que l'on retienne 3 questions. Et on aura le temps aussi, après la seconde table ronde, d'en prendre un peu plus. Des questions dans la salle? Toujours, rappelez-vous votre nom, votre prénom pour nos collègues en distanciel. Et questions. Bonjour à tous. Merci donc de ces éclairages. Pour rejoindre le thème, je lis la phrase qui est inscrite sur le mur ici. Mobiliser toutes les énergies de l'assurance pour faire avancer la société en confiance. Et pour avoir travaillé sur la question justement de la confiance dans d'autres domaines, mais pourquoi cette phrase et qu'est-ce que cette société en confiance a à voir avec le thème de la mobilisation des gens dans la gestion des crises? Est-ce que la culture du risque n'est-elle pas liée, justement limitée par la défiance? Pourquoi cette phrase d'une société en confiance? Voilà. Alors j'imagine que ça s'adresse principalement à M. Delcamp. Alors, je vous avoue que je n'avais pas fait de lien, puisque c'est notre phrase plutôt qui porte nos valeurs au sein de la FFA et qu'on a publié maintenant il y a 6 mois. Mais effectivement, là, pour que nos citoyens, pour que la société au sens large puisse effectivement avoir conscience des risques dans lesquels elle évolue. Et au-delà de la conscience, ne pas en avoir peur, mais plutôt avancer. Il faut de la transparence, il faut de la confiance, il faut comprendre, il faut éviter de parler par acronyme, il faut se mettre au niveau des citoyens, du débat des citoyens, être sur les territoires. Et une fois qu'on a mis en place tous ces éléments-là, la confiance peut se créer. Et si la confiance se crée, la dynamique des actions peut se mettre en place. Et donc, la dynamique des actions, c'est la prévention. Et donc, c'est effectivement pouvoir lutter contre les aléas climatiques. Il y a 3 questions. Voilà. Emmanuel, Anne-Marie et puis Marie-France. Oui. Donc, bonjour à tous. Emmanuel Hubert d'Odocia, à l'École supérieure pour la résilience des entités économiques. Donc, c'est une école toute nouvelle. Je profite pour prendre la parole et vous dire que c'est sa première conférence à laquelle elle participe. Donc, elle est toute heureuse.
Et ma question, ou plutôt ma remarque, va porter sur justement la question de la gestion de l'après-crise, qui finalement s'avère être un point crucial, totalement négligé depuis des années. On se concentre sur l'aléa, on se concentre sur la crise, et puis on se rend compte finalement qu'une fois que la crise est arrivée, on en a pour des années à s'en remettre. Monsieur Peverelli en témoigne, et ça montre tant qu'on bute sur les mêmes problèmes que ce qui nous a permis de progresser sur la gestion de risque, c'est-à-dire des problèmes de réglementaire, de justice ou de légalité en tous les cas, et qu'il va falloir qu'on s'attaque sérieusement à ces questions-là pour ne pas être à 2, 10 ou 15 ans de cicatrices sur une commune, mais repasser sur des distances en termes de temps beaucoup plus raisonnables pour que les gens puissent revivre. Voilà, et éviter que des territoires se désertifient à cause d'une catastrophe. Merci Emmanuel. Je vous propose qu'on prenne toutes les questions et pendant ce temps, je vais demander à nos intervenants de se saisir et de préparer leurs réponses aux questions qui vont suivre. Anne-Marie ? Oui, moi j'avais une question concernant l'information, l'association des habitants, en fait, notamment pour les 3 maires, enfin les 3 représentants de collectivités territoriales qui sont en ligne. Bon, avant la catastrophe et après la catastrophe pour la reconstruction, finalement, est-ce que, comment avez-vous pu, alors bon, pour la Faute-sur-Mer, c'est peut-être un petit peu différent, mais comment peut-on associer les habitants avant une catastrophe, leur faire prendre conscience de l'imminence de la chose, et comment après la catastrophe pouvoir les associer justement pour ces modalités de reconstruction? On a eu des exposés fort intéressants et donc on est tous d'accord pour dire que la culture du risque c'est essentiel, et la confiance aussi, et donc l'association des habitants forcément, et donc voilà. J'aurais aimé avoir quelques idées de comment on fait en fait pour que ça marche. Alors on recueille, oui. Oui, Marie-France. Marie-France. Marie-France Beaufils, présidente du CEPRI et auparavant maire de Saint-Pierre-des-Corps, territoire inondable à 100%. Mais pas inondé depuis 1866. Oui. Moi, je voudrais surtout dire que je trouve intéressants les témoignages qui viennent d'être faits, parce que tous montrent qu'il y a la nécessité d'une réflexion sur l'aménagement du territoire dans lequel on vit quand on est soumis au risque. Et que ça pose à la fois la question donc, de la bonne connaissance de l'aléa, de savoir comment on peut être touché par la crise. Et bon, là, on a 3 maires qui ont vécu ces crises, donc c'est encore plus marquant. Et comment on peut réfléchir à un avenir aux populations qui ont été touchées. Et moi, j'ai trouvé très intéressant que, si j'ai bien compris, il y a 2 maires, enfin il y a un maire et puis le directeur général de la Faute-sur-Mer, qui s'interrogent sur l'existant, comment on le transforme, pour faire en sorte que si on a une nouvelle catastrophe, elle soit moins difficile à vivre. Et je me permets de dire ça parce que je ne suis pas sûre que c'est l'amélioration du PCS ou du DICRIM qui, là, est prioritaire, je dirais. Même s'ils sont nécessaires et ils sont utiles. Mais je pense que c'est vraiment la réflexion sur le devenir du territoire et de son aménagement. Et j'ai beaucoup apprécié la façon dont Éric Daniel Lacombe nous a présenté sa façon de travailler, parce que ce travail, en effet, il ne peut pas se faire sans que tous les partenariats, dont la population, soient partie prenante. Parce que si les habitants ne sont pas convaincus, on n'y arrive pas. Mais par contre, je voudrais dire aussi que sur les territoires qui n'ont pas vécu d'inondation depuis longtemps, il faut former et convaincre les élus et les techniciens de la collectivité pour être acteurs d'une réponse quand il y a des transformations de l'habitat des habitants lors des permis de construire, pour intégrer cette question de la réduction de la vulnérabilité des biens, même si, dans ces cas-là, aucune subvention ne sera apportée,
puisqu'on n'est pas concerné par ce sujet. Voilà. Alors, encore 3 questions. Merci beaucoup. Régis, puis monsieur et madame. Merci Myriam. Régis Tépou, j'avais une toute petite question pour monsieur le maire du Teil, où j'ai mal compris, mais j'ai cru entendre que vous aviez indiqué que le fonds Barnier ne permettait pas de reconstruire la commune. Est-ce que c'est éventuellement uniquement pour les bâtiments publics? Est-ce que c'est pour l'ensemble des bâtiments? Parce que si c'est pour l'ensemble des bâtiments, alors là, je trouve ça assez stupéfiant et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, mais d'urgence. Merci Régis. Un micro à ma droite, s'il vous plaît, et un micro pour madame au milieu. Voilà, super. On va commencer par monsieur. Oui. Merci. Donc bonjour, Sébastien Dupré, je suis du CEREMA. Merci beaucoup à la FPCN pour l'organisation de cette journée et puis merci beaucoup à ceux qui ont témoigné, c'était très, très riche, divers et intéressant. Trois commentaires ou un peu questions, notamment par rapport aux difficultés de reconstruction. On comprend que c'est très compliqué, c'est très complexe, c'est aussi socialement, humainement extrêmement douloureux. Pensez-vous qu'il y aurait finalement, dans un certain nombre de cas, une possibilité d'anticiper finalement les réflexions sur la construction? On sait que certains industriels, certains acteurs des réseaux de transport essayent d'anticiper la reconstruction. Il y a des verrous réglementaires encore très difficiles, notamment pour anticiper finalement la mobilisation de certains aspects fonciers ou d'anticiper certains changements de connexion de grands réseaux, des choses comme ça. Mais il me semble qu'il y a une piste finalement qui est assez peu investiguée là-dessus. J'aimerais vos réactions sur le sujet, notamment parce que je suis assez convaincu que ça contribuerait significativement à la culture du risque. C'est assez indubitable. Le deuxième point, et notamment par rapport à votre 1,49 m tout à l'heure, monsieur Lacombe, comment finalement on sait que face au changement climatique, finalement ce qui va changer le plus, c'est les événements extrêmes. Et on sait que les solutions architecturales, techniques, c'est quand même une sorte d'équilibre, vous l'avez bien dit, entre la faisabilité technique, ce que ça coûte, ce qu'on accepte socialement. Et donc face aux événements extrêmes finalement qui vont survenir, qui seront plus importants, comment dans votre réflexion, et messieurs les élus peut-être aussi, comment vous intégrez finalement qu'il va y avoir des événements extrêmes, qu'on sait qu'ils seront encore plus extrêmes avec le changement climatique? Voilà. Et puis peut-être dernière question ou réflexion, enfin, ce que notamment le titre de la table ronde, c'est la perception des politiques publiques. Il y a des territoires où c'est compliqué, les territoires de montagne, il y a les problèmes de risque hydraulique, mais finalement le risque de demain, est-ce que c'est pas le risque périglaciaire, le risque de mouvement de terrain? Donc comment on intègre tout ça? Merci pour ces challenges. Alors, je vais prendre la dernière question et vous allez avoir, panélistes, le challenge de faire d'une pierre plusieurs coups. Et dans un temps extrêmement restreint, c'est moins de 2 minutes 30 pour chacun d'entre vous. Dernière question. Oui, merci et aussi bravo pour l'organisation de ce bel anniversaire en cours. Sandra de Selle-Lamotte, donc je préside une association qui s'appelle Résilience avec un A et qui vise à concilier activité économique et risques majeurs. Et je voulais commencer mon intervention avec une petite anecdote. Quand j'avais 14 ans, j'étais intéressée par la politique et je m'étais rendue à une réunion dans le 6e arrondissement de Lyon où le professeur Dubernard se présentait pour être candidat à la mairie. Et je lui avais dit, mais à Lyon, est-ce que vous envisagez de faire des pistes cyclables? Et il m'avait répondu, mais on n'est pas en Hollande ici, donc les pistes cyclables, on oublie. Donc 30 ans plus tard, la métropole de Lyon a mis en place Vélof, comme vous savez. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est possible que ce que là je vais vous dire peut paraître un petit peu décalé. On parle beaucoup de réduction de la vulnérabilité du bâti. Aujourd'hui, je pense, et en plus après la crise du Covid que nous avons vécue, où on a été en rupture de nous-mêmes, en rupture de l'humain, des relations qui nous ont manqué, du lien en fait entre nous, que c'est aussi la dimension de solidarité entre les personnes qui réduit notre vulnérabilité. Et sur le plan psychologique, je pense que là, il y a déjà des drames en cours, mais ça va aller crescendo. Et en fait, les drames psychologiques et les traumas que les personnes vivent en période de catastrophe ou post-catastrophe peuvent, s'il n'y a pas d'accompagnement aussi sur ce champ-là, les terrasser à tel point qu'ils ne pourront plus rebondir.
Je vous donne 2 exemples que j'ai entendus ces 3 derniers mois. Donc, au niveau de l'association, on a soutenu une entreprise qui a tout perdu avec l'incendie du Var. 30 ans d'activité professionnelle sont partis en fumée en 2 jours. C'est extrêmement violent pour ces personnes. Bien sûr, elles vont s'en remettre, mais comment ? Et comment cet aspect-là est pris en compte ? Et ça, je remets l'anecdote du début pour vous dire, pour moi, on va vers ça. On va vers des traumas hyper forts pour lesquels même la reconstruction ne pourra rien faire, en fait. Et autre exemple aussi, hier, j'avais au téléphone une entreprise en Dordogne qui m'appelle. La personne a acheté une maison dans laquelle elle a son activité économique. Elle a acheté en se disant, il y a eu une seule inondation en 10 ans. Là, elle vient de se prendre 3 inondations en 3 ans. Et la personne m'a dit, c'est la cause de mon divorce. Donc, voilà. Donc, moi, j'invite la recherche à se pencher là-dessus, si ce n'est pas déjà fait. C'est un sujet, je pense, d'avenir. Et c'est surtout par rapport à l'accompagnement, et je pense qu'au TEI, cet aspect a dû être très important aussi, de l'accompagnement aussi vraiment humain des personnes et dans l'immédiateté des crises. Merci pour tous ces challenges. Vous voyez qu'en tant que communauté, nous avons beaucoup de défis à relever. Donc, challenge du temps de réponse, et dites-vous qu'on aura certainement, lors de la seconde table ronde, la possibilité aussi de contribuer aux réponses. Qui veut commencer ? Est-ce qu'on reprend dans l'ordre ? Monsieur Dermit, oui ? Oui, alors je vais intervenir sur 2 questions. Il y a une première question qui porte sur la communication, comment les élus communiquent avec la population en temps de crise. Sur ma commune, mais je pense que mes collègues qui sont sur cette table ronde font la même chose que moi, j'ai des outils de communication avec ma population. D'abord, un système de téléalerte. La téléalerte, c'est envoyer un message téléphonique, parlé ou un texto aux personnes qui sont dans des zones vulnérables et bien entendu qui préalablement se sont inscrites. On communique régulièrement sur les réseaux sociaux de la ville, on communique aussi régulièrement sur le site web de la ville, et puis enfin, quand on arrive sur des seuils de vigilance orange, voire de vigilance rouge, et qu'on sent que les cours d'eau vont déborder, on a un système d'alerte qui est constitué de sirènes, avec des messages parlés pour prévenir nos populations. Nous avons aussi des barrières sur les axes routiers pour freiner le trafic automobile et faciliter le passage des services de secours et des personnes qui quittent les zones inondables. Pour tout ce qui touche l'après-crise, nous avons un comptoir citoyen qui s'adresse à ces populations pour leur aider à monter des dossiers, notamment avec les assureurs. Ensuite, il y a une question qui était aussi très intéressante, qui disait quelque part, bon, vous avez des PCS, vous avez des papiers, vous avez des PPRI, mais est-ce qu'on ne ferait pas d'autres outils pour essayer de gérer les aménagements de notre territoire au mieux ? Je pense que l'architecte y a répondu en partie tout à l'heure. Pour moi, il y a 2 outils fondamentaux. C'est le SCOT, le schéma d'organisation territoriale, et le PLU, les PLU. Parce que le traite non pas à l'échelle de territoire, mais pour le risque inondation, ensemble de bassin versant. Moi, je veux rester sur un message positif. Ce n'est pas parce qu'un territoire est touché par un risque que la vie doit s'arrêter. Par contre, les aménagements doivent être réfléchis. On doit sanctuariser la nature. Je pense notamment aux restantes. Si vous prenez les restantes sur le collinaire, vous allez augmenter la vitesse et le débit de l'eau. Vous parlez des pistes cyclables tout à l'heure. Plus vous allez imperméabiliser avec des routes, des trottoirs, des pistes cyclables, vous allez favoriser les ruissellements. Parce que de plus en plus, au-delà des inondations classiques qu'on rencontre depuis pas mal d'années sur les débordements des cours d'eau, on a de plus en plus d'inondations qui sont dues au ruissellement. Donc, ce qui est important, c'est de respecter la nature et de trouver des aménagements qui respectent la nature. Je vous remercie, Monsieur Dermit. J'ai demandé aux intervenants d'être courts dans les réponses parce que nous avons un duplex pour la seconde table ronde et qu'il va falloir tenir les temps.
Donc, Monsieur Péverelli, vous voulez peut-être prendre la suite? Oui. Je vous remercie. Je serai bref. Alors, sur le fonds Barnier, pour nous, c'est pas possible parce que il n'y a pas d'expropriation aujourd'hui, donc le fonds Barnier n'intervient pas. C'est pour ça que nous cherchons d'autres dispositifs, mais nous en avons quelques-uns. Sur la communication de crise, en Ardèche va être expérimenté dans les semaines prochaines un système où chaque fois qu'une zone, chaque fois qu'il y aura une alerte ou une préalerte dans une zone identifiée, tous les téléphones qui sont au moment de l'alerte connectés dans cette zone seront destinataires d'un message d'alerte. Donc ça ne concernera pas uniquement les habitants, mais toutes les personnes qui seront dans cette zone. Donc c'est un système complètement différent qui est mis en place de manière expérimentale par la préfecture de l'Ardèche. En fait, sur l'accompagnement humain par rapport à la catastrophe, effectivement, il y a un travail très 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 important qui est fait pour accompagner les personnes qui sont complètement déboussolées et qui, pour la plupart, sont incapables de lancer notamment des consultations pour faire les travaux de remise en état de leur logement. Et là, c'est une deuxième catastrophe qui arrive et sur laquelle nous avons de grosses difficultés, bien entendu. Donc, il y a aussi un besoin d'accompagnement de ces personnes et là, nous avons un trou dans la raquette sur cet accompagnement social, comment il est financé, parce qu'il s'agit de travailleurs sociaux, et donc comment on peut mettre en œuvre, donc on peut contractualiser tous ces aspects. Je vous remercie. Monsieur Etienne, c'est à vous. Et le challenge de 10 minutes 30, pas plus. Je serai rapide. Alors, juste un point concernant les outils de communication. Alors, comme les autres maires, bien sûr, on est équipé de ce type d'outils. J'ajouterais quand même un élément qui, pour nous, est assez fort, c'est la mise en place d'un réseau de voisinage. Donc, c'est un groupe, c'est pas des réseaux de sécurité civile, hein, c'est bien utiliser, en tout cas, ou exploiter à la fois le lien social à travers un réseau d'une cinquantaine de personnes qui est divisé par quartier, qui s'assure en fait du relais de l'information auprès de l'ensemble des habitants. C'est un outil que je trouve assez intéressant. Et puis peut-être un autre outil, c'est le partage de la connaissance. Je pense que la meilleure prévention qu'on a, souvent, c'est de ne pas avoir besoin de passer un coup de téléphone quand il y a une vigilance, parce que ça veut dire que les gens se sont pris en charge de façon autonome. C'est un peu ce qu'on essaye d'avoir aujourd'hui à travers des conférences peut-être de scientifiques qui expliquent la situation de notre territoire et des autres, bien sûr, et puis d'un partage à peu près global de cette connaissance. L'idée, c'est plutôt de travailler beaucoup sur la culture du risque, à la fois sur les aménagements et puis sur le partage, de façon à ce que, je le dis, que les outils qu'on utilise, type SMS ou type appel téléphonique, soient plus des outils, entre guillemets, juridiques, pour s'assurer que, de par notre histoire, hein, que le maire avait bien la connaissance de l'information et qu'il avait bien transmis à l'ensemble de ses habitants, plus que comme un outil, je dirais, de culture du risque. Je vous remercie, Monsieur Etienne. Monsieur Daniel Lacombe. Merci. Je le croise assez vite avec le binôme compétences. Et évidemment, vous pensez bien que Sébastien Leroy, quand j'arrive à Mandelieu, il croit que je suis un expert parisien qui vient lui casser les pieds. Il ne me fait pas confiance. Mais comme je passe un an à confronter des compétences qui s'affrontent, qui sont contradictoires, sur lesquelles des arbitrages s'organisent, on peut dire qu'un démarrage de confiance peut peut-être s'organiser. Et parce qu'on pense toujours avoir raison et on ne sait pas ce que l'autre sait. Et donc, je passe ma vie à essayer de comprendre ce que l'autre sait. Et ça ne veut pas dire qu'il aura le dernier mot. Ça, c'est une première question. Sur la question que je trouve passionnante du préventif, dont c'est mon métier, sachez que quand j'arrive dans les vallées, quand je vais aller dans les vallées, la question du préventif, elle est encore là, et c'est ça qui me sera refusé, puisqu'on dira que l'événement est tellement fort qu'il ne reviendra pas avant 1000 ans, alors que mon sujet, ça va être comment faire un dessin pour que, d'une certaine manière, on puisse encore penser que les choses pourraient être encore là. Je viens de passer 2 jours avec une numéro 2 du GIEC, et je peux vous assurer qu'elle réfléchit à 400 ans. Elle me parle comme si j'allais encore faire des dessins dans 400 ans. Donc le préventif est là. Un dernier mot dans mon temps, c'est que sur Romorantin, malgré 2016,
Et malgré l'envie qu'on a du déni d'abandonner la catastrophe ou voire de l'oublier, une maison des jeunes et de la culture de l'autre côté, avec l'argent des assurances, allait être reconstruite à l'identique pour 2 millions d'euros. J'ai proposé un dessin pour que 2 choses se passent, que la maison se transforme et qu'à une prochaine catastrophe, on dépense pas 0 €, mais peut-être des sommes raisonnables. Et la deuxième chose, c'est qu'on a engagé la population avec un rapport à la rivière dont tout le monde commence à trouver qu'elle est finalement agréable, intéressante. Et on imagine aussi que le vrai drame serait qu'elle ne soit plus là, parce que sans eau, il n'y aurait plus de vivants. Et à ce moment-là, ça serait à peu près aussi compliqué. Je vous remercie. Je vais demander à M. Delcamp aussi d'être court parce que nous avons Mme Pierron en duplex et qu'elle a un impératif. Ça sera 30 secondes. Voilà, merci beaucoup. Merci à Mme Beaufils de votre remarque sur l'aménagement et à monsieur de la nouvelle école. Il manque un acteur ici. Oui. Il manque un représentant de la filière construction également. Il faut... Ah ben voilà, il faut impérativement que la DGPR, et on a une représentante de la DGPR, travaille avec la DHUP. On voit maintenant que les deux problématiques sont intimement liées et on ne peut pas avancer sans que l'un et l'autre travaillent ensemble. Merci beaucoup. Joignez-vous à moi pour remercier les membres de la table ronde.